Premier jour de grève dans le secteur de l'éducation nationale ce 27 novembre. Pendant 96 heures, les enseignants du primaire et du secondaire arrêtent de travailler. Ils répondent à l'appel de la CNSE, la Coordination nationale des syndicats de l'éducation. Les appels au boycott ou à la mobilisation autour de la venue d'Emmanuel Macron se poursuivent. La coalition des associations des étudiants à caractère syndical appelle les étudiants à réserver un accueil chaleureux au chef de l'État français. Et sur ce sujet, nous recevrons dans ce journal le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguinou, sera avec nous tout à l'heure. Et puis, bilan de la campagne agricole 2017-2018, des centaines de milliers de personnes menacées par l'insécurité alimentaire dans plusieurs provinces, prévient le ministère de l'Agriculture qui a annoncé une série de mesures pour faire face à la situation. Voilà pour le sommaire. Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Bienvenue à cette édition. Un mois après la remise manquée de leur plateforme revendicative à leur ministre, les enseignants du primaire et du secondaire mettent leurs menaces à exécution. Ils ont entamé depuis ce matin une grève de 96 heures. Dans un contexte où le gouvernement a décidé de fermer les écoles les 27 et 28 novembre, la constatation de l'effectivité de la grève est difficile, mais la CNSE, la Coordination nationale des syndicats de l'éducation, initiatrice du mouvement, reste fidèle à son chronogramme. Les détails avec Alix Kaboré. Marche avec dépôt de craie et de bic rouge au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation le 29 novembre 2017. C'est ce que prévoit la Coordination nationale des syndicats de l'éducation pour les 96 heures de grève. Par cet arrêt de travail, la coordination entend ainsi exiger la satisfaction de sa plateforme revendicative. Nous sommes une puissance que peut-être certaines personnes ignorent, mais nous allons nous donner les moyens nécessaires pour nous faire respecter dans cette nation. La coordination étant une organisation bien structurée, à l'issue de ces 96 heures, si rien n'est fait, nous allons évaluer la grève, nous allons faire un bilan et encore convoquer les camarades, les militants à une assemblée générale et recueillir leurs propositions et maintenant faire ressortir encore un carnaval, un plan de bataille bien ferme pour encore relancer le mouvement et nous sommes sûrs et certains que nous allons obtenir gain de cause. Nous n'allons pas reculer sans avoir obtenu quelque chose entre nos mains. Parce que trop c'est trop. C'est vrai que nous n'avons pas d'armes. Notre arme c'est quoi? C'est peut-être la craie, c'est l'ordinateur, c'est le bic, mais c'est une puissance. Je dis bien c'est une puissance. Nous allons l'utiliser et nous allons atteindre notre objectif. Nous sommes déterminés pour la satisfaction totale de notre plateforme minimale. Pas de recul possible, engagé dans l'Aransara. La victoire tarde à venir, car la plateforme revendicative de la coordination a été remise au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation depuis le 5 octobre 2016. Le 5 octobre 2017, la plateforme est actualisée, mais n'a pas pu être remise aux autorités lors de la marche du 26 octobre dernier. Une plateforme revendicative en 4 points. L'adoption d'un statut valorisant des personnels de l'éducation et de la recherche, l'amélioration de l'accès à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail pour un système efficace et enfin la révalorisation de la fonction ancienne. Alors jusque-là, nous n'avons pas encore reçu des propositions concrètes de la part du gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour persévérer dans la lutte et nous espérons que nous allons obtenir gain de cause. Si vous êtes mobilisés, engagés, il n'y a pas de raison qu'on ne remporte pas la victoire. À l'issue de la grève des 96 heures, la coordination va faire le bilan. Elle prévoit une conférence de presse les jours à venir pour se prononcer sur la récente enquête parlementaire sur le système éducatif burkinabé. Venons-en à ce qui fait l'actualité depuis près d'une semaine maintenant, l'arrivée d'Emmanuel Macron prévue pour cette nuit à 22 h. Rarement, la venue d'un chef d'État français au Burkina Faso aura suscité autant de commentaires, de controverses et de polémiques. Les appels au boycott ou à la mobilisation se multiplient. Ce matin, c'est une coalition de 5 associations d'étudiants qui a appelé ses camarades à réserver un accueil plutôt chaleureux à Emmanuel Macron. Les précisions d'Assène Konditamde. Pendant que les uns boudent et appellent au boycott de la venue d'Emmanuel Macron, la coalition des associations d'étudiants à caractère syndical applaudit.
Cette coalition est composée de l'UNARES, la FESBF, le MEFAL, la CF et de l'USB. Prévue pour se dérouler à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, la conférence de presse est finalement délocalisée à l'Institut des sciences pour cause de travaux en attendant l'arrivée du président français. Ces 5 syndicats appellent l'ensemble des étudiants à réserver un accueil chaleureux à Emmanuel Macron. Cette visite, disent-ils, peut être bénéfique pour les universités publiques burkinabées. C'est un choix symbolique pour nous étudiants que notre université soit choisie pour abriter un tel événement. Loin de se substituer à l'autorité politique, mais vu la situation de nos universités et du double enjeu pour notre pays, nous appelons nos camarades étudiants à se mobiliser pour un accueil chaleureux au président Emmanuel Macron au sein de notre université. Ce cadre peut être le lieu de signature de partenariat entre nos universités et celles de la France. Sur la situation de l'étudiant sanctionné pour faire de violence sur un de ses pairs, la coalition dit condamner toute forme de violence sur le campus. Elle demande que la sanction infligée à ce dernier soit revue mais pas levée. Ce que nous, au niveau de la coalition, nous avons décidé, c'est que la sanction soit diluée. Parce que pour un étudiant qui a validé les 2 semestres, ce n'est pas évident qu'on annule les 2 semestres et qu'il puisse revenir et puis refaire la première année à 0. Pour nous, c'est trop. Mais pas lever la sanction. Parce qu'il n'y a pas un super étudiant et il n'y a pas un étudiant faible. Parce qu'un étudiant qui pose un acte qui va à l'encontre des règlements intérieurs du campus doit être sanctionné. Dans le cadre de la venue du président français au Burkina Faso, plusieurs mesures ont été prises par les autorités. Parmi elles, la suspension des cours dans tous les établissements de la ville de Ouagadougou. La coalition dénonce une décision hâtive. Voilà, et concernant toujours la venue d'Emmanuel Macron, je vous le disais en titre, nous recevons sur ce plateau le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguino. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Alors là, il est 20h moins, dans un peu moins de 3 heures, c'est-à-dire à 22h, Emmanuel Macron a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou. Tout le monde sait le bruit qu'il y a eu autour de cette venue. Est-ce qu'à cette heure précise, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que les choses se passent bien? Est-ce que le gouvernement est serein, si on peut dire ainsi? Je voudrais vous remercier pour cette opportunité offerte au gouvernement et porte-parole que je suis, et en disant à vos téléspectateurs que la question à cette heure-là n'est plus de dire si on a pris les mesures ou pas. Vous savez, une visite comme celle-là se prépare bien en avant à tous les niveaux, et qu'aujourd'hui nous sommes juste dans une finalisation. Donc le programme est arrêté, les mesures sont prises pour que cette visite-là soit à la hauteur des attentes des 2 parties, parce que vous savez bien que pour le président français, c'est une opportunité qui lui est offerte de clarifier sa position par rapport à sa politique africaine. Et pour le gouvernement burkinabé, c'est une opportunité de discuter sur des questions essentielles, les questions de sécurité, les questions d'enseignement, les questions de transition écologique et bien d'autres aspects qui seront apportés par nos 2 chefs d'État. Alors, vous parlez du message du président français qui sera donné à l'université. Demain, il y a déjà une polémique autour de cette affaire parce qu'on dit qu'il y a une centaine d'étudiants, 88 étudiants précisément, qui seront autorisés à être dans cette salle. Comment se fait la sélection de ces étudiants-là? Parce qu'il y a déjà certains étudiants qui commencent à se plaindre et à grogner. Non, je pense que de la même façon qu'au niveau académique, il était demandé à ce que les cours s'arrêtent pour des questions de sécurité évidentes. Je voudrais juste m'arrêter sur cet aspect-là pour expliquer que est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans la condition sécuritaire que connaît notre pays, le moindre petit incident qui puisse arriver en termes de sécurité pour le président français. Vous imaginez le retour de bâton que ça peut être pour l'image de notre pays en termes de crédibilité, en termes de retour des investisseurs, en termes de mise en œuvre de son programme de développement. Donc il est normal que les éléments de sécurité soient pris en compte pour justement
qu'au niveau de cet espace qui est le plus ouvert possible dans le cadre de cette visite du président français, il y a le maximum de sécurité qui soit mise. Donc, les activités académiques ont été suspendues. De la même façon, est-ce que vous imaginez que dans une situation comme celle-là, tout le monde peut rentrer sans qu'il y ait un minimum de traçabilité des personnes? Je pense qu'au-delà des questions polémiques sur on a fait des choix, on n'a pas fait des choix, regardons aussi les questions aujourd'hui qui sont des questions évidentes. Aujourd'hui, y compris les journalistes, vous avez déposé vos noms bien à l'avant. L'Agence nationale de l'enseignement a émis les badges. On sait combien de badges ont été donnés, quel est le journaliste qui va être présent, où il sera présent, à quel moment il sera présent. De la même façon, on ne peut pas laisser la porte ouverte à tout le monde dans cette salle-là. Donc je voudrais simplement que l'on accepte que nous sommes dans une situation où il y a des impératifs qui nous obligent à avoir un certain nombre d'actes posés à ce niveau-là. Alors, vous parliez de la suspension des cours académiques et vous les avez mis en relation avec la situation sécuritaire. Est-ce que vous êtes en train de dire, monsieur le ministre, que les élèves, les étudiants constituent une menace sécuritaire pour Emmanuel Macron? Alors, je vais bien replacer mes propos. Est-ce que vous estimez que vous pouvez aller aujourd'hui, je ne sais pas, n'importe où aujourd'hui avec un chef d'État s'il n'y a pas un minimum de précautions qui sont prises, quel que soit le cadre? Ça, c'est une vérité. Deuxième vérité, c'est par rapport à ce qui est des élèves. On a fermé les cours pour une raison simple. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, moi j'explique la façon simple. Ce n'est pas parce que les enfants ils vont manifester ou pas manifester, parce qu'ils pourront manifester après. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont manifesté contre l'arrivée de Macron, qui sont allés taguer les rues, etc. Qui les en a empêchés? Nous sommes dans un espace de démocratie et d'expression plurielle. C'est d'ailleurs pour ça que Macron, le président français, a tout fait pour venir sur notre territoire pour le faire. Il aurait pu aller à Dakar, il aurait pu aller en Côte d'Ivoire, mais notre pays est le symbole de cette Afrique qui se reconstitue des valeurs démocratiques. Alors, on dit que la ville de Ouagadougou va connaître de grands bouleversements ces 2 jours. Depuis ce soir, vous avez vu que la fluidité à Ouagadougou est quasiment impossible. Demain, ça va être pire. Donc, nous disons simplement, pour ces questions-là, évitons d'ajouter du flux à du flux, mais permettons à ce que nos enfants restent à la maison 2 jours. Après ça, les uns et les autres pourront acter. Moi, je dis simplement, nul n'est plus en sécurité que lorsque nous prenons toutes les discussions pour éviter certaines choses. Aujourd'hui, imaginez Ouagadougou, moi je dis simplement, vous avez vu notre ville, elle est coupée par 4 ou 5 grandes voies en travaux. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de se déplacer. Alors, si on va avoir des routes qui vont être totalement barrées à travers la ville, ça va poser un autre espèce de problème. Après, les uns et les autres, ils mettent les contenus qu'ils veulent. Ça, c'est de bonne guerre. Nous travaillons à ce que cette visite-là se fasse dans les meilleures conditions possibles et nous assumons ces éléments-là. Vous les assumez bien et on comprend que la fermeture des écoles fait place, s'explique par des questions sécuritaires. Pas seulement des questions sécuritaires. Faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, dans le cas de l'université, fermer les cours permet de mieux asseoir le maillage sécuritaire. C'est un espace qui est extrêmement ouvert. Attendez. Ensuite, pour ce qui est des élèves, nous avons besoin de garder une certaine fluidité dans notre cité parce que de Kosiam jusqu'à l'université, vous aurez un maximum de routes qui seront fermées. Le programme fait quoi? Le président français arrive, il va en réception, il va être reçu officiellement à Kosiam. De Kosiam, il va repartir à l'université. De l'université, il va revenir pour un dîner, pour un déjeuner plutôt. Vous imaginez dans ce laps de temps-là comment ça va se passer. Donc Ouagadougou, en réalité, demain matin, va être quasiment bouclé sur certains axes, du petit matin jusqu'à peu près à 17h, 18h. Et c'est l'occasion d'ailleurs de présenter toutes nos excuses aux populations de la ville qui vont connaître cette perturbation-là, parce que c'est important justement que nous ayons ce cadre-là. Tout à fait, nous allons avancer, monsieur le ministre. Alors, c'est le président français qui vient à Ouagadougou. Il aurait pu choisir notre pays pour donner son message, mais il vient au Burkina Faso. Quels sont les enjeux en termes de politique et en termes d'économie pour le gouvernement burkinabé de cette visite d'Emmanuel Macron ici? Dans votre propos préliminaire, on en a parlé. Je pense qu'il y a des questions essentielles. On sait tous la question sécuritaire, on sait tous la question de la coopération qui unit nos pays, avec des volets aujourd'hui qui apparaissent évidents. C'est la question de la reformulation de nos objectifs au niveau de notre enseignement afin qu'ils soient plus en adéquation avec nos besoins au niveau de notre pays. Il y a d'autres aspects subsidiaires qui vont y arriver, c'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que, y compris pour tout le monde, c'est quand même quelque chose d'assez fort de venir dans ce pays-là, parce que c'est un pays où la jeunesse a montré ses capacités à s'assumer. Justement, la symbolique que ça représente de choisir Ouagadougou pour donner sa vision qu'il a de relations franco-africaines. La symbolique est le lieu. Parce que nous sommes une population extrêmement jeune. Le monde entier nous envie le dynamisme et l'engagement citoyen de cette population. Et donc, il n'y a rien de mieux pour un président qui veut montrer un changement, qui veut pouvoir s'inscrire
dans cette Afrique à mutation, dans cette Afrique où les jeunes ont décidé de s'assumer, que de le faire à Ouagadougou. Le Burkinabé peut-être l'oublie un peu, parce qu'on l'a vécu à l'intérieur, mais pour l'ensemble de la communauté internationale, ce qui s'est passé au Burkina, c'est quelque chose qui ne se passe pas tout le temps dans le monde. Il faut attendre plusieurs siècles pour voir des populations s'assumer de cette façon avec autant de brio. Et c'est une marque de reconnaissance pour cette jeunesse burkinabé-là et pour ce peuple qui se bat pour construire son devenir. Voilà. Et malheureusement, il y a certaines personnes, peut-être avec raison, qui pensent que le discours d'Emmanuel Macron ne va rien changer aux conditions des Africains et que ça sera peut-être le même refrain que les autres chefs d'État français. Mais nous allons terminer, Monsieur le Président, en vous laissant la possibilité de lancer un appel s'il y en avait. Non, je veux rebondir sur votre élément. Vous pensez que quelqu'un d'autre va faire votre continent à votre place? Non. Personne ne fera le Burkina à la place des Burkinabés. On ne peut pas attendre de nos partenaires étrangers plus que ce que nous devons faire nous-mêmes. Et c'est à ce niveau-là il doit y avoir un changement de s'assumer. On se réclame tous des descendants de Sankara. Il faut qu'on assume également cet élément-là en faisant le sacrifice nécessaire. Après, je pense que pour les populations, moi je voudrais dire que c'est un mouvement très fort dans l'histoire de notre pays. C'est un mouvement très fort dans la politique, dans la situation géopolitique ouest-africaine. Et je pense que les Burkinabés devront savoir garder toutes les raisons nécessaires et apporter à ce président-là l'accueil qui est digne de l'hospitalité africaine que nous les avons à nos hôtes. Sans doute pour que cette visite soit un réel succès. Elle est un succès déjà, je crois. Elle sera peut-être matérialisée par certaines décisions qui vont embellir, mais cette visite-là est déjà un succès pour le fait que le Burkina soit choisi et pour le fait que ce soit l'université, centre de profusion et d'émergence des idées que ce discours-là est donné. Merci bien, Monsieur le ministre, d'être venu sur notre plateau ce soir. Merci à vous de m'avoir reçu. Voilà, nous restons toujours dans la diplomatie, mais cette fois-ci économique, pour parler de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan et cette réunion d'évaluation de la mise en œuvre de plusieurs projets de développement financés justement par la Chine-Taïwan depuis 2016 à hauteur de plus de 28 milliards de francs CFA. Abdourazak Traoré. Des experts chinois au four et au moulin ce matin du 27 septembre au ministère en charge des Affaires étrangères. Le jeu en vaut la chandelle. Ce sont plus de 28 milliards de francs CFA qui sont en jeu. Un financement octroyé par les Asiatiques en 2016 lors de la 11e commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. Il vise à financer 26 projets d'ici à 2018. À ce jour, quel est le niveau d'avancement des projets? C'est à cette question que les deux délégations réunies veulent répondre. La 10e commission mixte de coopération avait retenu de financer 26 projets et programmes dans les domaines de la santé, de la formation professionnelle, de l'environnement et des énergies vertes, de l'agriculture, des échanges commerciaux, pour ne citer que les plus importants. La présente réunion d'évaluation nous permettra de faire le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de notre programme de coopération 2017-2018. Nos deux délégations auront essentiellement pour tâche d'apprécier l'exécution des 26 projets, d'identifier les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre du programme pour cette première année 2017 et proposer des solutions pour une meilleure exécution à l'avenir. Et comme solution, pour la bonne mise en œuvre des projets, le bailleur de fonds appelle les acteurs d'exécution à plus de rigueur dans la réalisation des projets. Nous devons mettre toujours plus de rigueur, y compris dans le suivi, dans l'exécution de ces projets qui contribuent à l'atteinte des objectifs du PNDS. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour saluer le regain de vitalité des comités de pilotage de nombreux projets et programmes qui assurent un encadrement et un soutien aux équipes de mise en œuvre. Je souhaite que des projets qui n'en ont pas encore se dotent de cet organe qui, lorsqu'il est présent et actif, constitue un gage de transparence et contribue à assurer de bonnes performances dans la mise en œuvre des projets. Il sert aussi à rappeler les acteurs à l'ordre lorsqu'il n'y a pas de résultat. C'est malheureusement le cas de quelques projets, mais heureusement peu nombreux. Cette première réunion de suivi de la 11e commission mixte de coopération Burkina Faso-Chine-Taïwan a été l'occasion pour les deux pays de saluer mutuellement l'excellence des relations qui existent entre eux.
Parlons d'économie toujours pour évoquer le programme d'urgence pour les Sahel qui piétine. Sur 199 marchés prévus pour 2017, seulement 34 ont été exécutés à la date du 31 octobre. Quelles sont les raisons de cette lenteur? La réponse dans l'hebdomadaire L'économiste du Faso de cette semaine, et c'est notre chronique éco, signé Abdourazak Traoré. En lançant officiellement le 4 août dernier le programme d'urgence pour le Sahel en présence des populations et des partenaires financiers, le gouvernement burkinabé annonçait plusieurs objectifs, au nombre desquels l'exécution de 199 marchés publics au compte de l'année 2017. À 2 mois de l'échéance, le bilan est loin d'être satisfaisant. Seulement 34 marchés sur 199 ont été exécutés. La faute au problème de financement. Bon, si on s'en tient aux chiffres qui sont avancés, ça va être un miracle que déjà d'atteindre les objectifs de 2017. Objectivement, pour atteindre les 199 marchés prévus pour 2019, ça va être difficile. Maintenant, quelles sont les explications de ce retard? Vous savez très bien que c'est un problème de financement, de décaissement aussi pour mettre à la disposition des attributeurs des marchés les premières tranches pour travailler. Donc, officiellement, c'est l'explication que donne un peu après le comité de pilotage il y a 2 semaines, pour expliquer un peu. Des lourdeurs administratives reconnues par le gouvernement qui a adopté le décret relatif à l'allègement des procédures. Des mesures qui ont permis de réaliser un exploit. Un exploit qui a certainement rendu possible les 51% des marchés qui sont toujours en état d'exécution avancée. Et 32% n'ont pas connu de démarrage pour diverses raisons. Comparativement à l'état d'avancement des marchés au 30 septembre soumis au Conseil lors de la première session tenue le 20 octobre passé, il y a une évolution significative des marchés exécutés qui passe de 11% à 17%. L'autre recommandation à l'endroit du gouvernement, c'est aussi faciliter le travail des entreprises bénéficiaires des 10 marchés. Permettre justement aux entreprises de travailler correctement. Vous savez que les entreprises ne demandent que ça. Si ils ont les fonds disponibles, ils travaillent. Il n'y a pas de raison qu'ils ne travaillent pas. Donc c'est au gouvernement de prendre les dispositions pour que les attributeurs des marchés puissent avoir leur première tranche, commencer et terminer les chantiers dans les délais. Parce que souvent les chantiers sont en retard, ce n'est pas toujours de la faute des entrepreneurs. Parce que souvent ils s'endettent auprès des banques pour commencer. Ici, les tranches qu'on leur doit ne viennent pas à temps. 455,34 milliards de francs CFA, c'est le montant prévu en 3 ans pour financer les projets du programme d'urgence pour le Sahel. Un programme qui devrait permettre un investissement massif dans la région du Sahel en matière d'infrastructures sociales, routières et sécuritaires. Direction à présent la région de la Boucle du Moun, où s'est tenue la 5e édition de la journée citoyenne des éleveurs et agro-pasteurs de Boromo. Il s'agit encore une fois de trouver des solutions pour une gestion efficiente des ressources naturelles de cette zone afin d'éviter les conflits parfois meurtriers entre agriculteurs, forestiers et éleveurs. Arsène Konditamde. Quel espace pour la pratique du pastoralisme? Comment gérer les ressources naturelles afin d'éviter les conflits entre éleveurs, agriculteurs et forestiers? C'est à ces équations avec plusieurs inconnus que tente de répondre la journée citoyenne des éleveurs et agro-pasteurs de Boromo. Entre 2005 et 2011, au moins 3800 conflits entre éleveurs et agriculteurs et entre éleveurs et forestiers ont été répertoriés. Et ces conflits ont occasionné 55 pertes en vies humaines. Le long du fleuve Moun, les conflits sont de plus en plus nombreux en raison du potentiel en ressources naturelles de la zone. Ces dernières années, les conflits entre les éleveurs et forestiers se sont accrus dans la zone.
il est important que des échanges aboutissent à un apaisement entre acteurs, car forestiers et éleveurs doivent tous protéger la forêt. Quelle est la place des exécutifs communaux dans la préservation des ressources naturelles à travers les plans communaux de développement? Pour répondre à ces questions, il faut de la vision, des actions en termes de renforcement des capacités et d'investissement et un engagement des acteurs. Les superficies agricoles augmentent du fait de la démographie galopante et les espaces de pâture, eux, se réduisent considérablement. Conséquence, éleveurs et agriculteurs se font la guerre et les pasteurs ont de plus en plus l'impression d'être lésés dans la répartition des terres. Comme dans les conseils municipaux, les éleveurs ne sont pas représentés, donc il n'y a personne pour défendre la nécessité de régler la question des espaces de pâture, la nécessité de régler la question de l'hydraulique pastorale et la nécessité de sécuriser et les ménages pastoraux sur leurs terres. L'autre dimension qui fait que les éleveurs se sentent marginalisés, c'est l'article 36 de la loi 034 sur le foncier rural de 2009, qui a divisé les Burkinabés en propriétaires terriens et en non-propriétaires terriens. Voilà, donc ce que nous voulons, c'est que comme la loi même l'a dit, après 5 ans, ils ont dit de relire la loi. Donc 2009, aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans, il faut qu'on trouve les moyens pour relire cette loi-là. Au sortir de cette rencontre, les éleveurs ont pris 2 engagements. Contribuer à la régénération des forêts, à condition d'être impliqués dans leur gestion et participer aux activités de développement des communes de la boucle du Mouhoun. Agriculture toujours et bilan de la campagne agricole 2017-2018, les nouvelles ne sont pas bonnes. 17 provinces déficitaires en production céréalière et plus de 600 000 personnes menacées par l'insécurité alimentaire, a annoncé le ministère de l'Agriculture. Le gouvernement prévoit toute une série de mesures pour pallier à la situation. Les détails avec Rémi Lambert-Nébier. Des pluies installées précocement dès le mois d'avril et qui n'ont pas été abondantes et régulières dans le temps et dans l'espace burkinabé. C'est l'une des causes de cette campagne agricole mitigée. Une campagne agricole 2017-2018 qui présente un déficit céréalier dans 17 provinces du pays. Cette production céréalière prévisionnelle reste cependant équilibrée dans 6 provinces et est même excédentaire dans 22 autres. Une moisson diverse pour les 45 provinces que compte le Burkina Faso et qui entraînera inéluctablement une situation d'insécurité alimentaire pour une partie de la population. Au plan céréalier, la production prévisionnelle rapportée aux besoins de consommation céréalière font ressortir un déficit brut estimé à 72 677 tonnes. Au regard de cette situation sur la période de soudure de juin à août 2018, 620 394 personnes seraient en insécurité alimentaire. Ces Burkinabés qui seront sous la menace de la faim ne connaîtront pas pour autant la faim selon le ministre en charge de l'Agriculture. Le gouvernement entend prendre des mesures idoines pour accroître la résilience des ménages vulnérables. Les premières mesures vont consister à contrôler les exportations des produits céréaliers nationaux. Selon nos estimations, si les exportations sont maîtrisées, le rapport entre la production céréalière nationale et les besoins alimentaires nationaux fait ressortir un excédent net de 613 614 tonnes. Le maintien et le renforcement des opérations de vente de vivres à prix subventionné dans les boutiques témoins de la SONAGES demeure prioritaire. En 2018, environ 95 000 tonnes de vivres seront collectées pour parer au déficit céréalier engendré au cours de la campagne agricole écoulée. Nous comptons aussi passer de 138 à 250 boutiques témoins. La campagne de contre-saison qui sera lancée dans la deuxième décade du mois de décembre est également l'une des mesures envisagées pour minimiser le stress de l'insécurité alimentaire au sein des populations. Le regard du ministère en charge de l'agriculture est également tourné vers la prochaine campagne agricole et on annonce le retour du projet Saga. Et avec la suspension de l'opération, les avions qui faisaient justement l'ensemencement des nuages, il faut les revisiter, il faut les réviser et nous avons prévu dans le budget 2018 la révision de tous les appareils
et la rénovation d'un certain nombre d'opérations et permettre enfin qu'en 2018, s'il plaît à Dieu, nous pourrons remettre sur pied cette opération. Pour la campagne agricole 2018-2019, le ministère en charge de l'agriculture compte également persévérer dans la diffusion des bonnes pratiques culturelles et l'accroissement des différentes mesures de soutien aux producteurs. Nous nous rendons à Bobo-Dioulasso où le potentiel économique, les entreprises et les entrepreneurs de la région des Hauts-Bassins étaient au centre de la première édition des JNCE, les Journées nationales des chefs d'entreprise, une tribune d'échange pour le développement économique des régions. Thomas Koukayao, Mathurin Kaboré, Arsène Konditamde. Pour la première édition, les Journées nationales des chefs d'entreprise prennent leur quartier dans la ville de Bobo-Dioulasso, ville à forte potentialité économique et de plus capitale économique du Burkina Faso. Ces premières journées des chefs d'entreprise regroupent des dirigeants venus s'enquérir du patrimoine économique qu'offre la région des Hauts-Bassins. L'objectif de cette activité est double: prospecter et faciliter la création de richesses au niveau des collectivités territoriales par le partage d'expériences entre entrepreneurs locaux et redynamiser l'activité économique dans les autres villes du pays pour un développement économique géographiquement plus équilibré. Alors ces journées, à travers les objectifs qu'elles poursuivent, sont véritablement un cadre de concertation et d'échange entre les chefs d'entreprise et les entrepreneurs locaux, afin qu'ils puissent saisir les opportunités d'affaires qui s'offrent à eux, pour le développement de leur business et également contribuer au développement de ce pays-là. C'est de permettre à des entreprises qui sont dans la zone beaucoup plus où il y a des activités, de se délocaliser parfois, de permettre à d'éventuels investisseurs d'investir dans les zones sans investissement. Donc de contribuer efficacement à la décentralisation, à la délocalisation de certaines activités économiques pour permettre tout simplement le développement de nos différentes régions. Les autorités régionales et communales apprécient cette initiative et estiment qu'elle est une vitrine pour valoriser le potentiel économique de la région. Je pense que l'ensemble des chefs d'entreprise qui sont réunis ce matin trouveront dans l'exposé que nous venons de faire tantôt les motifs de s'intéresser au développement de la région des Hauts-Bassins qui renferme beaucoup d'énormes potentialités. Je crois que l'entreprise, c'est ça. C'est de voir là où il y a le potentiel et de les développer. Notre ville, c'est la capitale économique du Burkina Faso et nous voudrons les mériter. L'autorité communale que nous sommes en train de tout faire pour que tout cela soit au rendez-vous, au bonheur des populations. Parce que organiser de tels événements contribue énormément et appeler les acteurs à se regrouper dans la solidarité, dans la même vision et dans l'innovation, bien sûr, selon le potentiel que nous avons. Des conférences, des panels, des ateliers de partage d'expériences vont entre autres meubler ces 3 jours d'activité. Les journées nationales des chefs d'entreprise sont prévues pour se tenir chaque année et ce de façon tournante dans les différentes régions du Burkina Faso. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais restez sur la télévision BF1 tout à l'heure. Ça sera le Kibaï Wakato, le journal en Morée, et puis à 21 h, vous aurez droit au Sport Time. Merci.